nationale des métiers de la natation et du sport, c'était de conseiller les professionnels, exploitants et maîtres nageurs, dans un environnement qui est réglementairement assez flou. Donc il peut engager sévèrement la responsabilité de chaque intervenant. Donc c'était de définir les recommandations fédérales pour la mise en œuvre du POS. Donc au niveau de l'organisation de la sécurité, donc on avait le public, on l'avait pensé qu'il était divisé en deux domaines qui visent à assurer la sécurité. Il y avait d'un côté la réglementation, donc avec la mise en place du plan d'organisation de la sécurité et des secours, POS, qui est dans le code du sport maintenant, et la sécurité interne à l'établissement avec les différentes lois et décrets qui en administrent le fonctionnement. Donc il y a tout ce qui concerne maintenant les plans d'évacuation et compagnie. Donc on a tout ça. Et d'un autre côté, il y a le personnel qui est chargé de la sécurité, donc là c'est le bon côté. Donc les MNS qui sont employés en moyenne à 50% de leur temps sur la surveillance, et qui est une tâche à part entière qui demande une vigilance de chaque instant. Alors elle doit être impérativement dissociée du côté, on doit vraiment dissocier la sécurité avec l'enseignement. Malheureusement, on a eu quelques endroits où on peut encore ça, donc c'était vraiment notre point. Et puis, montrer que le maître nageur, sur sa chaise haute, a la faculté d'anticiper aussi au niveau des accidents. Puisque on est vraiment les premiers à voir les enfants qui arrivent, qui ont échappé à la vigilance des parents, qui vont se sauter dans l'eau. Donc on a un rôle de prévention qui est assez primordial. Alors donc le POS qui rend les exploitants directement responsables. Par exemple, les modalités de gestion des risques en dehors des heures d'ouverture au public en direction des groupements. C'est-à-dire la mise en place indispensable de conventions de mise à disposition de l'établissement. Ces notions doivent être précisées dans le POS. Du site, en cas d'accident, l'exploitant sera responsable si les mesures n'ont pas été validées par les différentes parties. Donc ça, c'est assez important de mettre le point là-dessus, puisque c'est vrai que souvent on pense la responsabilité de l'exploitant concernant simplement la surveillance pendant le temps public, alors que tout ce qui est groupement, tout ce qui est activité annexe, c'est assez important. Donc voilà. Alors, il est important d'intégrer les risques liés à l'utilisation de matériel, ça a été dit un peu ce matin, puisque maintenant le secteur est très porteur d'accidents. Il y a c'est ça. Je suis bien sur la bonne diapo. Donc tout ce qui est jacuzzi, toboggan, cours d'aquabacking, aquagym, il faut sécuriser. Si oui, comment? Et puis actuellement, il n'y a pas de règles précises. Donc c'est un petit peu le flou à ce niveau-là. Alors, en ce qui concerne les... Je suis un peu perdu dans mes... Donc au niveau de la recommandation de la FNMNS, donc il est impératif d'assurer un confort acoustique dans les piscines, donc en ce qui concerne l'enseignement et la sécurité, respecter l'équilibre entre le dimensionnement des bassins et l'emploi des animations. Donc il est indispensable d'associer tous les acteurs de l'établissement en construction ou rénovation. Souvent, on va rénover une piscine ou construire une piscine sans demander l'avis simplement du personnel qui a l'habitude d'y travailler toute la journée. Et puis la qualité de motivation qui est importante pour la sécurité du public et l'organisation d'activités aquatiques. Alors une surveillance adaptée. La notion de surveillance adaptée n'ayant jamais été définie par le législateur, mais à la charge de l'exploitant et des professionnels. Tout propriétaire d'une installation est donc responsable de son installation. Alors, à l'état actuel des textes, il n'existe aucune précision quant à définir cette surveillance adaptée qui puisse nous éclairer efficacement. Alors, les seules références, c'est donc par rapport au code du sport et puis les circulaires sur la natation scolaire et la notion de fréquentation maximum de l'effectif. Donc, nos recommandations, c'est donc sur les effectifs de qualification du personnel
de surveillance. Donc par rapport dans chaque établissement baignade durant les sortes d'ouverture publique et en fonction de l'activité. Nous on pense qu'il doit être obligatoirement présent simultanément 2 personnes. Ça nous paraît assez important puisque on trouve souvent des établissements où il n'y a qu'une personne qui puisse assurer la sécurité totale de l'établissement. Ensuite, nous avons défini le nombre de zones en fonction du bassin, donc ça reporte un petit peu comme ce qui a été dit. C'est-à-dire que le bassin dont la surface est inférieure à 375 m², on préconise une zone, et puis le bassin dont la surface est supérieure à 250 m², on préconise donc 2 zones de surveillance. Alors ensuite, la définition du nombre de personnes affectées au contrôle des zones de surveillance. Le nombre de personnes affectées à la surveillance active d'une zone dépend de la fréquentation de l'établissement. Pour ce faire, il est nécessaire de définir et de mettre en place des périodes de fréquentation. Alors donc nous avons préconisé 2 périodes, donc une période verte et une période rouge, qui est considérée comme période verte, donc la fréquentation c'est inférieure ou égale à 50% de la fréquentation maximum instantanée, et puis la période rouge c'est supérieur à 50% de la fréquentation maximale instantanée, FMI. Donc voilà. Je ne vais pas trop rapide, peut-être que si. Mais bon, j'essaie de récupérer le temps qui a été perdu ce matin. Donc l'affectation du personnel par zone et en fonction de la période. Donc même chose, donc sur les 2 périodes, période verte et période rouge. Donc sur la période verte, donc on met une personne de surveillance par zone. Et donc sur la période rouge, où là c'est effectivement la période où c'est le nombre de personnes de surveillance par zone. Afin de pallier tous les problèmes. Alors, en ce qui concerne le poste, bien que le poste concerne les baignades d'accès payant, il est indispensable de l'appliquer également aux baignades d'accès gratuit ou aux activités de natation de baignade ou aquatique. On entend par activité de natation lorsque cette activité concerne notamment les animations spécifiques, les baignageurs, la gymnastique aquatique, les entraînements sportifs, l'enseignement de natation. Alors, c'est souvent encadré par des professionnels ou des bénévoles qui se déroulent souvent en dehors des heures d'ouverture au public ou pendant des heures d'ouverture au public. Donc, dans ce cadre-là, si l'activité, donc elle doit faire l'objet d'une convention qui en définit les modalités d'organisation. Alors, si l'encadrement est professionnel, MNS ou BESAN, on estime qu'il n'y a pas obligation de surveillance. Et si l'encadrement, par contre, est non professionnel, il faut s'assurer que ces professionnels soient effectivement bénévoles. Et il est fortement recommandé d'imposer la présence d'une personne titulaire de la qualification en cours de validité pour permettre la surveillance de cette activité. C'est ce qu'on préconise, d'éviter des bénévoles qui fassent des activités effectivement assez encadrées à un moment donné. Alors, dans ce contexte, on estime qu'il ne faut pas dépasser 25 personnes par animateur ou enseignant. Et si ces activités ont lieu durant les heures d'ouverture publique, donc création d'une zone supplémentaire affectée à l'activité. Parce que de plus en plus dans les piscines, on arrive à avoir multitude d'activités. Donc on pense que c'est important vraiment de séparer les zones pour ces activités. Alors, nous avons aussi, en ce qui concerne le recyclage des maîtres nageurs sauveteurs, vous avez dans la CAP MNS actuellement, qui est tous les 5 ans, une durée totale de 24 heures. Donc il y a 2 heures de réglementation, il y a 2 heures sur le sauvetage, il y a 10 heures sur le secourisme, il y a la formation de 10 heures complémentaires, qui fait une durée totale de 24 heures tous les 5 ans. Nous proposons
une réglementation de 4 heures, puisque c'est vrai que la réglementation est de plus en plus importante, doit être de plus en plus connue par nos collègues. Un protocole d'intervention piscine en milieu naturel, qui serait beaucoup plus lié à l'activité propre dans chaque région ou chaque département, puisque personne a le même mode de fonctionnement, suivant l'endroit où il passe. Et puis une demande qui est assez importante au niveau du secourisme, c'est la validation de la formation continue, puisque ça soit intégré dans le cycle de formation, parce qu'à chaque fois, on a toujours le même problème de collègues qui ne sont pas à jour et qui viennent au recyclage de CAEP. Donc nous, on estime que ce serait intéressant de l'intégrer dans la révision. Et puis une formation complémentaire de 4 heures sur un thème souhaité par les stagiaires. Alors, dans certains départements, certaines régions, ça se produit. Et ça, c'est assez intéressant justement de faire des interventions dans des domaines qui sont vraiment souhaités et spécifiques par rapport au lieu de recyclage. Et donc, c'est sur une durée de tous les 3 ans, puisque ça sera donc une durée plus courte de 18 heures, mais par contre tous les 3 ans. Ça permettrait, un peu comme le secourisme, d'avoir une remise à niveau un peu plus régulière. Voilà, pour conclure, donc, notre rôle au niveau du syndicat, c'est d'être en relation avec tous les acteurs de la sécurité. C'est ce qu'on essaie de faire un petit peu partout. Donc on est à l'écoute de nos collègues, c'est très important. Nos collègues sont les premiers acteurs de la sécurité. Et puis avec nos partenaires institutionnels, ce qui permet aussi d'être le lien pour pouvoir faire entendre, tout au moins poser des questions à nos partenaires pour améliorer les demandes de nos collègues au niveau de la sécurité. Voilà. Donc je vous remercie, j'ai essayé de faire précisément. Merci, vous avez des questions. À la fin, les questions. Voilà. Bien entendu, parce que je ne pense pas.